Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Trois morts et 3 blessés, c'est dans un accident de la route vers Aluncagne il y a quelques instants. Colère noire des chauffeurs de taxi après la mort d'un de leurs tués par balle. Ils ont décrété 2 jours de grève en signe de protestation. Du pont de la Foire au rond-point Yoff, ils ont tenu à marquer le deuil ce matin. Le gouvernement réagit et promet justice aux transporteurs. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines ont tenté d'interdire au directeur du COUD l'accès à son bureau principal doléance, l'ouverture immédiate du campus social. La chronique hebdomadaire de Mamoudou Ibrakan fait partie des composantes de cette édition. Il y aura également l'actualité internationale. Les titres, c'est avec Sorna Natambay. Bonjour Sorna. Bonjour Antoine. En Mauritanie, l'ambassade des États-Unis avertit sur une menace terroriste. Selon l'alerte, ce sont les ressortissants américains qui sont visés par l'organisation État islamique au Cameroun. Une semaine après le déraillement d'un train, on s'interroge. Plusieurs hypothèses sont évoquées et un employé de Camrail parle de matériel non adapté. À suivre la page d'espoir avec Malal Junior Gagne. Les titres. Bonjour Malal. Bonjour Antoine, bonjour à tous. 4e édition du Trophée des champions parle de football. Le champion en titre, l'US Gorée, veut battre Djambar demain samedi afin de bien démarrer sa saison. Basketball, Ndiagalo, nouvel homme fort de l'équipe de Saint-Louis Basket Club chez les garçons, veut également gagner 2 titres. Vous entendrez dans ce 12 heures le nouveau coach de l'équipe de Saint-Louis qui parle de ses ambitions. Le Premier ministre et son gouvernement ont-ils été convaincants hier lors de leur passage à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés. Le rendez-vous du jour, c'est vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. 3 personnes sont mortes ce matin dans un accident de la circulation et 3 autres sont gravement blessées. C'est vers Aluncagne ce matin donc. Un véhicule particulier en provenance de Dakar a cogné un camion de façon violente. Cheikh Anta Diop. 3 morts, 4 blessés, dont 3 graves. C'est le bilan de l'accident qui s'est produit à hauteur de Aluncagne, à l'entrée de Thiès, vers 7h30. Un véhicule particulier de type 4x4 TH 7116E a violemment percuté un camion gros porteur DL 11913B en panne, stationné un peu aux abords de la chaussée. Ce témoin estime que le véhicule 4x4 roulait en toute vitesse. La nuit, il y a des véhicules qui roulent à vive allure sur l'axe Pout-Aluncagne. Le véhicule a percuté le triangle de sécurité avant de terminer sa course dans l'arrière du camion. Triangle rouge, mais camion bi Touba la jëm mais auto bu ndaw bi mom Thiès la doon jëm. Gis nga sok dem ci guddi la fay auto bi panne, gis nga ni mu dawé ni ñetti personnes mo ci dé sur le sang. Il a fallu l'intervention d'un véhicule remorqueur pour les extraire du véhicule. Des éléments de l'escadron de la compagnie de Thiès dépêchés sur les lieux ont veillé à la fluidité de la circulation pour éviter que d'autres accidents ne se reproduisent au vu de l'étroitesse de la chaussée. Pour l'heure, les corps sans vie ont été déposés à la morgue de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Les blessés internés aux urgences. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Jour de deuil pour les chauffeurs de taxi, c'est parce qu'un de leurs a été tué par balle par un commerçant. C'était cette nuit à la station Shell de Yoff et comme vous pouvez l'imaginer, grosse et la colère des taximens qui ont décrété 2 jours de grève à partir d'aujourd'hui. Ce matin, ce fut un décor bien particulier avec une longue file de taxis du pont de la Foire jusqu'au rond-point Yoff. Et pas question de laisser un quelconque chauffeur de taxi prendre des passagers. Pour eux, c'est tout simplement le choc que vous entendrez. Le reportage de Maïmouna Sek dans quelques instants. En tout cas, le gouvernement a réagi à ce drame. C'est à travers le ministère des Transports. Les autorités promettent que justice sera faite. Le secrétaire général du ministère des Transports, Aubin Jules Sagna, interrogé par Babacar Fall. Je voudrais dire que nous, État du Sénégal, nous sommes très touchés par cet événement douloureux, en particulier le ministère des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement et le ministre
Mansour Eliman Kane. C'est un événement qui est malheureusement survenu et qui touche les transporteurs du pays qui sont véritablement nos partenaires sociaux. Il y a eu des mouvements d'humeur sur la voie publique et que la gendarmerie a intervenu pour disperser. Je voudrais dire que nous comprenons le désarroi, le mécontentement des taximans. Mais je voudrais dire que l'État prendra toutes les dispositions pour que justice soit rendue au défunt et à sa famille, ainsi qu'à ses amis. Quand je dis État, c'est le ministère de l'Intérieur, qui est chargé de la sécurité publique, et le ministère de la Justice. RFM, la radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Et toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. 12h07. Cette exigence de l'amicale des délégués de la faculté des lettres et sciences humaines, il s'agit de l'ouverture immédiate du campus social de l'UCAD pour pousser les autorités universitaires à le faire. Ils ont tenté ce matin de bloquer l'accès au campus social au directeur du COUD. Les étudiants demandent aussi le départ de la directrice de la cité Claudel. Ils ont fixé au responsable du COUD un ultimatum de 3 jours. Georges Déthié-Diop. Trafic quelque peu perturbé devant l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des policiers sur place, armés. À l'intérieur, l'accès à la direction du COUD bloqué. De grosses pierres, quelques pneus brûlés. Les étudiants de la faculté des lettres exigent l'ouverture du campus social. Nous ne voulons pas que le directeur du COUD mette ses pieds au campus parce qu'on l'a déclaré persona non grata. Nous sommes qu'ils ne mettent pas les pieds ici jusqu'à ce que les restaurants et les chambres soient disponibles pour les étudiants. Astako Diagne, président de l'amicale des délégués de la faculté des lettres. Demander la démission de la directrice de la cité Claudel parce qu'on voit que c'est elle qui divise le mouvement étudiant. Et nous continuerons à mettre la pression et d'ici lundi, s'ils n'ouvrent pas le grand campus, s'ils n'ouvrent pas les restaurants, nous défoncerons toutes les chambres et nous allons demander aux étudiants de venir loger au niveau du... Vous aviez promis de le faire aujourd'hui. Pourquoi cette menace n'est pas très à exécution? Alors, hier nuit, on s'est réunis et on avait décidé non seulement de déloger le directeur, de déclarer persona non grata, de déclarer la directrice de la cité Claudel persona non grata, mais en temps les gens ont dit qu'il faut qu'on leur donne du temps parce qu'aujourd'hui c'est vendredi. Le lundi, Inch'Allah, nous demandons à tous les étudiants de venir rallier le campus le lundi. Entretien perturbé par le gaz lacrymogène, les agitations des uns et des autres aussi, sauf qui peut. Problème, l'adhésion à la manifestation n'est pas populaire. Astako trouve une explication. C'est la faculté de lettres qui est descendue parce que sentant la nécessité d'exiger le campus, d'exiger l'ouverture du campus à ses étudiants mais aussi à l'université de Dakar. Peut-être les autres, ils ont une raison spécifique parce qu'il y a des choses qui se passent ici, mais nous... En attendant la réaction des responsables du COUD, rendez-vous donc lundi au cas où. Réaction de la direction du COUD. Ce sera sans doute lors de nos prochaines éditions. Guet-Ndar, le conseil des sages notables et imams du quartier, propose sa médiation dans l'affaire des 2 mosquées qui doivent être démolies. Il tente de convaincre les populations qui s'opposent à ce projet de la mairie. Le conseil des sages est en phase avec les autorités municipales. Il n'est pas contre la démolition de ces 2 lieux de culte. Correspondance Mohamed Nabissila. Un conseil de sages notables et imams de Guet-Ndar exhorte l'État et la mairie à poursuivre les travaux de déguerpissement sur la berge fluviale, notamment la démolition des 2 mosquées objets de litige. Imam Marfal, on ne doit pas construire une mosquée sur un terrain escroqué, un terrain volé ou installé dans une zone non autorisée. C'est pour ça que nous, imams, nous demandons à ce que ces 2 mosquées soient démolies. C'est pour le bien de tous. C'est pour ça que nous, imams de Guet-Ndar, nous participons à cette dynamique communautaire. La loi doit être respectée dans ce sens. Nous sommes unanimes à délivrer ce message. Réunis à Barakba, dans le quartier des pêcheurs, un message clair est délivré. Omar Sarr, porte-parole du conseil des sages. Le conseil des sages renferme les imams des mosquées de Guet-Ndar, les délégués de quartier, le conseil de quartier, les notables, de Dak à Loda, Loda et Bonholé. Donc tout le monde est là-dedans. Guet-Ndar a besoin de ce projet. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. En tout cas, c'est Guet-Ndar qui gagne et nous voulons que ça se passe dans la paix et dans la transparence. Ce conseil des sages donne carte blanche à la mairie, déterminée à poursuivre les opérations. RFM Saint-Louis,
Mohamed Nabissila. L'ancien ministre des Affaires religieuses sous Abdoulaye Wade se prononce sur le dossier Imam Aliou Ndao en prison depuis 1 an. Bamba Ndiaye interpelle l'administration pénitentiaire et exige la libération de l'imam Ndao. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant à Kaolack, Ibrahima Diamé. Imam Aliou Ndao n'a jamais essayé d'attaquer qui que ce soit. Il n'avait pas une armée avec lui. Pourquoi a-t-il été détenu pendant 1 an sans jugement? Toutes ces demandes de liberté provisoire ont été rejetées. Et alors qu'à côté, nous l'avons dit et nous le répétons, on a vu des gens qui ont été accusés d'avoir dilapidé les biens du pays, d'autres d'avoir tué des personnes, et ils ont été libérés. Ils ont bénéficié de liberté provisoire, finalement même de liberté conditionnelle, qui leur a permis de recouvrer totalement la liberté. Et donc, voilà 2 poids 2 mesures, ce qui nous fait dire qu'il est détenu actuellement dans des conditions tout à fait injustes et anormales. Ce n'est pas une demande que nous formulons, mais plutôt une exigence en tant que citoyens sénégalais. Nous pensons que nous sommes dans un état de droit. Et en tant que tel, je crois que tout individu doit être arrêté sur des bases claires. Et cette arrestation également doit être suivie par une enquête, laquelle doit clarifier pourquoi il a été arrêté. Si vraiment il n'y a rien dans son dossier, comme ça semble être le cas, on n'a qu'à le lâcher. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Des lenteurs ont été notées dans la dotation de fourniture aux établissements scolaires de Mbacké, ce que le Forum civil local dénonce tout en interpellant les autorités municipales. Il leur demande de respecter leurs engagements pour permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Notre correspondant à Mbacké, Papa Balagay. Plus de 20 jours après la rentrée des classes, la dotation de fourniture n'est pas encore effective dans la commune de Mbacké. Une situation déplorable qui fausse le concept Ubitay Djangitay, selon Moussa Keita, porte-parole du Forum civil, section Mbacké. Les gens sont un peu étonnés par rapport à la situation. Alors que dans les autres communes, mais vraiment, les choses ont marché à merveille. Alors, ce qui veut dire que donc aujourd'hui le Ubitay Djangitay n'a pas pu être concrétisé parce que le maire n'a pas pu respecter ses engagements. Bon, l'appel que je lance à la tutelle, c'est que tout simplement que le maire respecte sa parole. Que la tutelle aille jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle vérifie la source du blocage. Maintenant, si elle peut la débloquer, tant mieux. Sinon, nous, à notre mesure, nous allons prendre nos mesures. Autre inquiétude, la mauvaise gestion des ordures ménagères. La question sécuritaire face au problème d'éclairage public. Nous constatons amèrement qu'à Mbacké, les 3/4 des lampadaires ne fonctionnent pas dans les grandes artères et dans les quartiers périphériques. Et cela perdure depuis presque 2 à 3 mois. Et vous n'ignorez pas que nous sommes à l'approche du Magal de Touba. Aujourd'hui, Mbacké devait être parmi les villes les plus éclairées, ne serait-ce que pour la sécurité des populations. Déterminé à défendre les intérêts des populations, le Forum civil interpelle les autorités pour une meilleure condition de vie des populations. Papa Balagay, Mbacké, Radio Futur Média. La mairie a réagi dans cette affaire de dotation de fourniture. L'adjoint au maire semble minimiser. Écoutons plutôt morceau au micro de Papa Balagay. On a réagi automatiquement dès que la polémique a commencé à s'installer dans la commune. Le maire est avisé, mais dans les plus brefs délais, les fournitures seront disponibles. C'est une chose qu'on déplore, mais personne ne devait s'alarmer pour autant, parce que les besoins en ordinateur et imprimantes des différentes écoles ont été déjà pris en charge. C'est juste dû à un problème qu'aurait eu le fournisseur, mais dès la semaine prochaine, les fournitures seront disponibles. La semaine prochaine, la semaine prochaine. Un expert agricole réagit sur la taxe à l'exportation de l'arachide, mesure prise il y a quelques jours par le gouvernement. Selon Mamadou Gueye, parisien, c'est salutaire comme mesure. La taxe devrait décourager les exportations à faible valeur ajoutée. Nous l'écoutons avec Mohamed Ali Mouba. Depuis qu'on a signé la convention avec les exportateurs, les étrangers chinois et autres, nos industries locales peinent à atteindre leurs objectifs. Donc il n'y a pas de photo entre les exportateurs qui en fait n'utilisent pas une main-d'œuvre importante et qui achètent les graines à des prix forts, alors que nous, nos industries locales qui sont là, emploient des milliers de personnes
Et donc, ça pénalise les usines. Je pense que c'est un moyen quand même de protéger les industries locales. Ben, le ministère de l'Agriculture a à peu près raison. Hein. Nous attendons à des récoltes assez significatives. Évidemment, il a raison. On ne peut pas avoir un hivernage où tout est rose. Il pleut à 100%. Quelque part, c'est excédentaire. Quelque part, c'est équilibré. Quelque part, c'est déficitaire. Donc, les semis, quand ça dépasse le mois de juillet, je pense que c'est des semis qui portent peu d'espoir. Parce que les pluies, en général, s'arrêtent au mois de septembre. C'est très rare que ça arrive au mois d'octobre. Je pense qu'il y a une bonne répartition des pluies quelque part dans le temps et dans l'espace. Mais maintenant, pour les dernières semis, c'est tout à fait logique. Donc, on s'attend à une production significative, en tout cas, qui va dépasser. Sinon, qui sera égale à la production de l'année dernière. En plus bref, code pénal et code de procédure pénale, les députés en plénière depuis ce matin sur la question, ils examinent les différentes réformes. RFM. L'actualité internationale. C'est avec Sornan Atamba. D'abord la Mauritanie, la capitale, sous la menace d'une attaque terroriste. Une attaque qui viserait des citoyens américains installés à Nouakchott. L'alerte a été lancée par l'ambassade des États-Unis. L'organisation État islamique est pointée du doigt. Mohamed Diop à Nouakchott. L'ambassade des États-Unis a lancé l'alerte sur Facebook. Les autorités diplomatiques américaines disent détenir des informations sur la planification d'attaques terroristes à Nouakchott. Des attaques qui viseraient les lieux de rassemblement des citoyens américains dans la capitale mauritanienne. Par conséquent, les citoyens américains sont appelés à maintenir les bonnes pratiques de sécurité individuelle. Entre autres, il faut fermer sa maison et bien verrouiller sa voiture. Il faut éviter les rassemblements de ressortissants d'occidentaux ou de s'asseoir dans des endroits facilement repérables. Dans sa note d'alerte, l'ambassade américaine souligne le contexte d'appel lancé par l'État islamique à des attaques terroristes à l'échelle mondiale. Par cette alerte, les États-Unis veulent surtout éviter le scénario de juin 2009. Un ressortissant américain a été tué dans le centre de Nouakchott. Il était directeur d'une ONG hollandaise. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Au Mali, l'installation des autorités intérimaires, une priorité pour le gouvernement. D'après le ministre malien des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères, Antoine, qui demande à toutes les parties prenantes de s'engager pleinement pour l'instauration de ces autorités intérimaires. C'est une phase importante pour la résolution de la crise dans le nord du pays. Le processus de paix progresse, mais il est encore fragile. Abdoulaye Diop s'est également prononcé sur les élections communales du 30 novembre prochain. Il rassure, il n'y aura pas de changement. Le scrutin a été reporté à 4 reprises. Selon le ministre, le pays a besoin d'autorités élues démocratiquement. Cameroun, une semaine après l'accident de train, on s'interroge sur les responsabilités. Le groupe français Bolloré, actionnaire majoritaire de Camrail, assure que la capacité d'accueil des voitures n'a pas été dépassée, alors que plusieurs témoignages disent le contraire, selon RFI. Une autre hypothèse, la vitesse du train. Bolloré a indiqué cette semaine que la vitesse était excessive et que le conducteur n'avait pas réussi à freiner à temps. Selon un employé de Camrail, certaines voitures ne sont pas totalement opérationnelles. Il ajoute que les nouvelles voitures de marque chinoise ont un système de freinage qui n'est pas compatible avec celui des locomotives en service. Cet employé a parlé sous le couvert de l'anonymat puisque Camrail a interdit à tous ses employés de parler à la presse depuis l'accident. Pour le moment, ce ne sont que des hypothèses. Les vraies causes du déraillement ne sont pas encore connues. Centrafrique, attaque meurtrière. Les ex-rebelles Séléka sont soupçonnés. L'attaque a eu lieu jeudi dans le centre du pays. Des hommes armés ont fait irruption dans la ville située à 200 km à l'est de Bangui et ont massacré au moins 10 personnes et en ont blessé des dizaines d'autres. Cette attaque est attribuée à l'Union pour le progrès en Centrafrique, une faction issue de l'ex-coalition Séléka. Lundi déjà, 6 civils ont été tués dans des heurts entre population et casques bleus. Les autorités centrafricaines ont, dans un communiqué, dénoncé une tentative de déstabilisation, Antoine. Sornana Tambaye, merci pour cette page internationale et puis cette précision. Le commerçant, celui qui a tué donc le taximan, est bien un commerçant domicilié à Ouest-Foire. Il est actuellement entre les mains de la gendarmerie de la Foire. Donc, il ne s'agit nullement d'un douanier. Bon à préciser donc. Parole aux auditeurs. L'actualité.
Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le Premier ministre et son gouvernement ont-ils été convaincants hier lors de leur passage à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés? Nous allons en parler dans quelques minutes. RFM Sport. Voilà, Junior Diagne, bienvenue. Merci Antoine. Le football avec le trophée des champions Lius Gorée veut rester championne. Oui, Lius Gorée veut rester championne puisque Lius Gorée a gagné le championnat à l'occasion de la dernière saison. Et pour les insulaires, il n'est pas question donc de perdre ce trophée des champions face à l'équipe de Djambar FC demain. Pour Alimal, il va falloir jouer, être concentré, appliqué et déterminé pour gagner. Objectif, avoir le titre, l'argent, mais également bien entamer la saison. Alimal, que nous écoutons. Nous préparons sereinement notre rencontre contre Djambar, bien que Djambar Gorée, c'est toujours des campagnes très difficiles. Donc je pense que aussi nous allons jouer un match de foot, un excellent match de foot, parce que j'ai vu Djambar jouer l'autre jour contre Niatali, ils ont fait une belle prestation. Donc nous aussi nous comptons faire une bonne prestation. Bien que ce sera très difficile pour toutes les deux équipes parce qu'à ce secteur quand même il faut très tôt. Djambar ne nous a pas beaucoup réussi ces certains temps. Espérons que demain, Inch'Allah, ils nous réussiront parce que ça fait des années que moi je les joue, ils me battent à chaque fois. Donc espérons demain, Inch'Allah, que nous les battions. Mais coach, est-ce une bonne chose pour vous de jouer autant de matchs avant le début du championnat? Je sais que c'est une bonne chose. Ce sont des réglages à faire. Il y a toujours des rectificatifs à faire par rapport à l'adversaire, par rapport aussi au championnat que nous allons jouer. Nous allons jouer à Hambourg. La première journée, nous nous déplaçons à Hambourg, donc ce sera un match très difficile. Donc nous nous préparons en conséquence et jouer des finales. Bon, pas donner à n'importe qui de jouer des finales. On a joué une finale contre Niatali et demain contre Djambar. Parce que si sont des matchs qui vont motiver les joueurs pour nous aussi en faire des choses, de régler, de voir si certaines choses vont marcher et ne vont pas marcher. Aussi les joueurs, de voir aussi les joueurs en forme pour pouvoir aligner une bonne équipe durant le championnat. Pour la première journée du championnat, il faut saluer ce genre d'initiative aussi, mais augmenter aussi les tournois à Dakar pour mettre les équipes en jambe. Parce que nos équipes se déplacent pour jouer en Gambie. Donc je dis que vraiment aussi, il faut aussi qu'on s'appelle à organiser des tournois, beaucoup de tournois pour au moins que les équipes puissent être en jambe. Notez donc que ce trophée des champions se jouera demain à 17h au stade Demba Diop à l'affiche. Gorée, champion du Sénégal, joue contre l'équipe de Djambar FC, vainqueur de la Coupe de la Ligue, finale également du championnat national de beach soccer. Dimanche à la plage des Parcelles de Séné à 17h à l'affiche golf, joue contre l'équipe de Ngor. En Europe, le football, c'est également le début de la 10e journée de la Ligue 1 française. Ce soir à 19h45, l'équipe de Lille joue contre le Paris Saint-Germain en Allemagne pour la 9e journée. Borussia Mönchengladbach joue contre l'équipe de Francfort. Voilà, Junior Diagne, le basket. Ndiagalo parle des ambitions de Saint-Louis Basket Club. C'est le nouvel entraîneur de l'équipe de Saint-Louis Basket Club chez les garçons. Pour lui, l'objectif est tout clair. Il va falloir jouer, gagner, remporter des titres, mais également finir en haut de classement. Ndiagalo a été récemment nommé entraîneur de Saint-Louis Basket Club. J'ai été contacté par le Saint-Louis Basket Club. L'équipe qui m'a formé, en plus, c'est ma famille. Et s'ils appellent à moi pour me confier l'équipe masculine de Saint-Louis Basket Club. Donc, l'objectif, c'est d'aller plus loin que l'année dernière. Cela veut dire aller en finale et gagner un trophée ou deux, si possible, Inch'Allah. Avez-vous de nouvelles recrues? On a 2 joueurs qui nous viennent de Dakar, un de Dakar et un de Thiès. Mais je préfère ne pas dévoiler leur nom. Avez-vous, coach, tous les moyens nécessaires pour réaliser vos objectifs? Oui, actuellement, tous les moyens sont là. Vraiment, il ne reste que nous faire un bon travail. Vraiment, je suis avec le Saint-Louis Basket Club. D'après nos informations, Antoine, Saint-Louis Basket Club a recruté un certain meneur du nom d'Antoine Diouf qui serait originaire de Ndiaganiao. Ce n'est pas certainement moi. Ah, je ne sais pas. Voilà, Junior Diagne, merci pour cette page des sports. RFM, la chronique du jour. Des points positifs pour le président Macky Sall dans le domaine de l'électricité en vue des prochaines élections en 2017 et 2019. Mais ce n'est pas encore gagné pour le chef de l'État qui veut un second mandat. Mahmoud Ibrakan. Le président Macky Sall marque des points
et les esprits. Il en est ainsi de l'inauguration de la centrale solaire de Bohol au cœur du Waalo, la première centrale électrique du genre au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. On lui dira, il ne faut pas s'arrêter à une si bonne électricité. Bonne électricité de par sa nature propre. Ce ne sont pas les défenseurs de l'environnement à la veille du sommet de la COP 22 au Maroc début novembre qui vont en pleurer. En plus du soleil au Sénégal, il y en a à crever les yeux. Avec la matière solaire, il n'y a pas de risque de pénurie. La qualité et la quantité sont donc garanties. Ne pas s'arrêter à une si bonne électricité signifie aussi baisser significativement, nous insistons sur significativement, le prix de l'électricité qui continue de brûler bien des ménages et des entreprises. Le cadeau de Noël ou de Nouvel An est impatiemment attendu par les Sénégalais, d'autant plus que le coût de production de l'électricité, ce sont les gouvernants eux-mêmes qui le disent, a chuté de plus de 50% grâce au mix énergétique. Alors quand le coût de production baisse, le prix au consommateur doit nécessairement suivre. C'est logique et légitime. Marquer des points pour un président de la République à la quête d'une nouvelle majorité parlementaire dans quelques petits mois et d'un second mandat dans 2 ans, marquer des points dans un tel contexte électoral est politiquement intéressant. Mais ne jamais commettre l'erreur de croire qu'un bon bilan suffit à lui seul comme garantie d'une réélection. L'ancien président Abdoulaye Wade n'aurait pas perdu le pouvoir au profit de l'actuel qui fut et son premier ministre et son directeur de campagne si les électeurs l'avaient uniquement jugé sur son bilan économique. Et d'ailleurs, bon à préciser, un bilan est à la fois l'actif et le passif, sans oublier sa dimension immatérielle à laquelle les citoyens peuvent être très sensibles. Le régime libéral a été défait à cause en grande partie du fort ressenti largement répandu qu'il promouvait des contre-valeurs. Un peuple peut ne pas être un grand créateur de valeurs, mais il s'opposera toujours aux promoteurs de contre-valeurs. Le plus grand créateur du vice est souvent paradoxalement le plus grand amateur de la vertu. Et Mahmoudou, vous avez également jeté un regard sur d'autres actualités et déclarations qui ont marqué cette semaine. Le président Macky Sall marque des points et les esprits. Il en est ainsi de l'inauguration de la centrale solaire de Bohol au cœur du Waalo, la première centrale électrique du genre au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. On lui dira, il ne faut pas s'arrêter à une si bonne électricité. Bonne électricité de par sa nature propre. Ce ne sont pas les défenseurs de l'environnement à la veille du sommet de la COP 22 au Maroc début novembre qui vont en pleurer. En plus du soleil au Sénégal, il y en a à crever les yeux. Avec la matière solaire, il n'y a pas de risque de pénurie. La qualité et la quantité sont donc garanties. Ne pas s'arrêter à une si bonne électricité signifie aussi baisser significativement, nous insistons sur significativement, le prix de l'électricité qui continue de brûler bien des ménages et des entreprises. Le cadeau de Noël ou de Nouvel An est impatiemment attendu par les Sénégalais, d'autant plus que le coût de production de l'électricité, ce sont les gouvernants eux-mêmes qui le disent, a chuté de plus de 50% grâce au mix énergétique. Alors quand le coût de production baisse, le prix au consommateur doit nécessairement suivre. C'est logique et légitime. Marquer des points pour un président de la République à la quête d'une nouvelle majorité parlementaire dans quelques petits mois et d'un second mandat dans 2 ans, marquer des points dans un tel contexte électoral est politiquement intéressant. Mais ne jamais commettre l'erreur de croire qu'un bon bilan suffit à lui seul comme garantie d'une réélection. L'ancien président Abdoulaye Wade n'aurait pas perdu le pouvoir au profit de l'actuel qui fut et son premier ministre et son directeur de campagne si les électeurs l'avaient uniquement jugé sur son bilan économique. Et d'ailleurs, bon à préciser, un bilan est à la fois l'actif et le passif, sans oublier sa dimension immatérielle à laquelle les citoyens peuvent être très sensibles.
Le régime libéral a été défait à cause en grande partie du fort ressenti largement répandu qu'il promouvait des contre-valeurs. Un peuple peut ne pas être un grand créateur de valeurs, mais il s'opposera toujours aux promoteurs de contre-valeurs. Le plus grand créateur du vice est souvent paradoxalement le plus grand amateur de la vertu. Dans sa saison des inaugurations, le chef de l'État n'a pas hésité à prendre le volant et à mettre la main à la poche, sûr qu'il n'est pas faux chez lui, pour rouler sur le deuxième tronçon de l'autoroute à péage qu'il venait d'inaugurer. Seulement, en chambrant ses prédécesseurs d'avoir fait mieux qu'eux en termes d'autoroute, le président Sall semble avoir oublié que son prédécesseur Wade apparaît aux yeux de l'opinion comme le père du péage au Sénégal, en plus de son nom qu'il a réussi à coller à l'aéroport Blaise Diagne de Diass en cours de finition. L'AIBD auquel mène l'autoroute à péage porterait-il demain le nom d'Abdoulaye Wade, que ce ne serait que justice, quand bien même le passif laissé au pays par le successeur de Diouf, lui-même successeur de Senghor, continue d'être lourd. Wade le libéral convoqué dans la crise socialiste par Ousmane Tanor Dieng. Quand le taiseux Tanor parle, on en apprend des choses. J'ai entendu des gens dire, s'offusquent-ils, que j'étais obnubilé par des postes. C'est totalement faux. D'abord, pour le HCCT, je n'ai jamais été demandeur. Si je n'étais intéressé que par des postes, je pense que je l'aurais eu depuis le régime de Wade. Et grosse révélation du tout nouveau président du HCCT. Lorsqu'il créait le poste de vice-président, c'est moi qui étais visé. Abdoulaye Wade pensait que le PS, à travers une alliance, pouvait davantage solidifier son régime. Idrissa Seck lui-même a dit au président Wade de s'allier avec le PS s'il veut durer au pouvoir. Nous avons fini de citer Ousmane Tanor Dieng. Pour mémoire, dans les années 90, le président socialiste Abdou Diouf avait voulu créer une vice-présidence convoitée par son opposant Abdoulaye Wade avant que les discussions ne butent sur le mode de désignation du vice-président. Décidément, le PS et le PDS qui ont gouverné successivement le pays pendant 52 ans n'ont pas encore fini d'écrire l'histoire politique du Sénégal. RFM, la presse du jour. Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le sort de Barthélémy Diaz scellé le 11 novembre prochain. En effet, constate l'Observateur. Comme annoncé, le bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents se sont réunis hier, mais ce n'était pas pour y statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy. Du moins pas encore. Un communiqué de l'Assemblée nationale précise que le bureau s'est réuni pour prendre acte de la lettre du procureur transmise par le ministre de la Justice. La lettre relève toujours le confrère en date du 24 octobre émane du procureur général près la cour d'appel. Diaz fils devra donc patienter le temps que l'Assemblée nationale passe par les 6 étapes devant aboutir à la décision finale qui sera prononcée, croit savoir le journal, le 11 novembre en plénière. Barthélémy Diaz suspendu à une commission ad hoc de 11 députés. Sud Quotidien de souligner que la dite commission entendra le député puis présentera un rapport à la séance plénière de l'Assemblée nationale conformément à la procédure prévue par la loi. Après quoi, poursuit le journal qui cite le communiqué, en vote en séance plénière et à main levée avec un décompte précis des voix décidera de la levée ou non de l'immunité parlementaire du député concerné. Titre de Walfadjri, Niass entame la procédure. Enquête, le député socialiste fera face à son destin au vendredi 11. Sera-t-il simple pour Barth à lire là, ça pas sûr, qu'à ce jour-là, l'Assemblée va dévêtir le maire de Mermoz, Sacré-Cœur. Bamba Fall à la DIC, levée imminente de l'immunité de Barthélémy Diaz, sale temps pour les Khalifa Boys, affirme en une enquête. C'est Khalifa Sall leur véritable cible, tonne Bamba Fall, le maire de la Médina, dont le populaire dit qu'il a passé 6 heures top chrono à la division des investigations criminelles, interrogé sur les violences du 5 mars à la maison du Parti socialiste. Le maire de la Médina a révélé à sa sortie de ce face-à-face avec les enquêteurs que la plainte de la direction du Parti socialiste vise lui-même et compagnie de Dakar et non X. Pendant ce temps,
Tanordien refuse de fléchir droit dans ses bottes. L'invité de la rédaction du journal Le Quotidien affirme que ceux qui contestent les résultats des consultations n'ont pas de preuves avant de dire que la direction n'acceptera pas qu'une minorité lui dicte sa loi. Par ailleurs, OTD de dire qu'il n'est pas obnubilé par des postes, surtout pas le Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue, ce sera dans quelques instants et toutes nos excuses pour cette erreur. En ce qui concerne la revue de presse, vous aurez la bonne version dans l'édition de 13h. Point de vue, on parle du passage du Premier ministre hier à l'Assemblée nationale avec son gouvernement. Ont-ils été convaincants lors de leur passage donc à l'Assemblée? Vous avez donc la parole pour répondre à cette question. Nous avons en ligne Bassirou Kébé, membre du Parti démocratique sénégalais. Bonjour Bassirou. Bassirou Kébé, vous nous entendez? Bonjour. Oui, je vous entends bien. Voilà, vous êtes membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Est-ce que vous avez été convaincu hier par le Premier ministre et son gouvernement lors de leur passage à l'Assemblée nationale? Merci beaucoup Antoine. Je crois que en tant que Sénégalais, je n'ai pas été convaincu. Je ne le dis pas parce que je suis opposant à ce régime, mais je le dis parce que je pars de faits, de constats. C'est sur le format d'abord, les questions qui ont été posées et les réponses apportées. Ces trois éléments me permettent de dire que je n'ai pas été convaincu. Sur le format, moi je pense que on n'a pas besoin de poser des questions, de faire connaître à l'avance les questions au Premier ministre. Parce que il a ses ministres et ses services techniques qui sont capables de répondre à toutes les questions et à tout moment. Je pense qu'on n'avait pas besoin de préparer des questions à l'avance pour les poser. Maintenant, la pertinence des questions. Là également, et je crois que ce n'est pas seulement le Premier ministre qu'il faudra, à qui il faudra reprocher cela. Ces réponses n'ont pas été convaincantes, c'est vrai, mais les questions également posent problème, que l'on soit du côté du pouvoir comme de l'opposition, et ça je l'assume. Parce que le pétrole, nous nous attendions à ce que la question du pétrole soit élucidée, mais on nous présente des contrats, mais qui ont été signés par l'ancien régime, validé par décret le nouveau régime, mais sans pour autant savoir. Parce que pour moi, le représentant du peuple qui est le député doit pouvoir poser les questions que se pose le peuple. Oui, on vous a présenté des contrats, comme vous dites, oui, parce que l'opposition réclamait la publication des contrats pétroliers et gaziers, non? Non, ce n'est pas cela. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de savoir. Mais à propos de ces 10%, à propos de ces 90%, à propos du rôle que le frère du président de la République a joué dans cela, parce que les sorties de Franck Timis le prouvent, mais le Premier ministre également, on devait l'interpeller, mais sur le fait, mais pourquoi Franck Timis ose aujourd'hui attaquer des honnêtes citoyens sénégalais qui ont posé un débat national. Ça, ce sont les députés qui devraient soulever cette question, non? Non, c'est les députés qui ont... Mais je pense que la majorité a posé la question et c'était l'occasion pour le Premier ministre de répondre à ces interpellations du peuple sénégalais. On nous parle d'autoroute à péage. Moi, je crois que là également, vous savez, ce régime-là s'accapare de ce qui l'arrange. Mais hier, au moins, on a su, avec le Premier ministre, que l'autoroute à péage, le deuxième axe, mais a été l'œuvre du régime sortant, parce qu'il a reconnu que les tarifs ont été négociés avec le régime sortant, alors qu'ils ont voulu effacer de la mémoire de cette affaire le président de la République, Abdoulaye Wade d'alors. Les libertés également. Mais quand le ministre de l'Intérieur nous dit qu'il y a 1,49% de marches qui ont été interdites, moi je crois qu'il y a problème. Mais problème, c'est pas un chiffre exact. Mais non, pas du tout. Moi, je pense que peut-être qu'il s'est trompé. On voulait parler de 149%. Mais combien de demandes de marche
ont été interdites dans ce pays-là. On nous dit 1,49%, mais je pense que là également, il faut respecter l'intelligence des Sénégalais. Oui, il n'y a pas que du négatif peut-être. Quels sont les points positifs que vous avez retenus lors du passage du gouvernement à l'Assemblée hier? Les points positifs, peut-être que là, on a eu, avec la question de l'honorable député Aïda Mbodj, une réponse précise de M. le Premier ministre sur la date des élections législatives. Je pense que ça également, c'est un point positif. L'autre élément également, moi je crois que on a reconnu qu'il y a des failles, c'est vrai, avec la question du loyer, parce que tout simplement, on n'a pas pu aller vers un consensus. Vous savez, notre problème avec ce régime, c'est que on ne crée pas des consensus. On n'est pas dans une dynamique de créer des consensus. Tant qu'on ne crée pas ces consensus, il y a des problèmes. Et les questions agricoles, vous n'avez pas été satisfait par la réponse du ministre? Mais vous savez, moi je crois que, comme je l'ai dit quelque part, on va dans le champ de quelqu'un, mais qui s'est démerdé seul, sans moyens, pour nous montrer des images disant que ça marche. Mais il faut que le gouvernement fasse comme les pays qui veulent se développer, mais qu'il accepte de subventionner l'agriculture de façon, comment dirais-je, consistante. Et non pas à communiquer par des images. On fait une tournée politique économique, une tournée politique qu'on maquille de façon économique, etc. Moi, je pense que c'est des problèmes. Et aujourd'hui, franchement, pour vous dire, le gouvernement devait pouvoir nous élucider sur le pétrole. Très bien. Ce n'est pas clair, c'est devenu plus flou. Mais nous nous réjouissons du fait que le gouvernement reconnaisse sans avoir l'impression de reconnaître cela, que cette autoroute à péage, le deuxième axe est du ressort de l'équipe sortante d'Abdoulaye Wade, mais ils l'ont nié, ils ont voulu effacer son nom, mais surtout ce processus, sur toutes ces infrastructures, ça pose problème. Merci Bassirou Kébé, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. En ligne, Madame Zahra Thiam, conseillère à la présidence de la République, membre de l'APR. Bonjour Madame. Bonjour Antoine. Vous avez écouté Bassirou Kébé, vous avez écouté d'autres réactions de l'opposition par rapport au passage du Premier ministre et de son gouvernement à l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas satisfaits. Oui, quelle est votre opinion ou l'opinion que vous vous êtes faite après ce passage du gouvernement à l'Assemblée? Merci Antoine, merci à ceux qui nous écoutent également. Je voudrais peut-être faire deux petits constats avant de donner mon sentiment. Oui. Le premier constat, c'est que sur la question du format ou des réponses qui ont été préparées, je présume que les députés du Parti démocratique sénégalais prennent également la source de leurs questions au niveau de leurs instances politiques. Donc vraiment, à ce niveau-là, je pense que ce n'est pas un argument. Maintenant, l'autre élément également, c'est que quand Bassirou dit que ce n'est pas utile, lui-même, il voit que qu'en faisant un débat et qu'en donnant des positions, et il a eu des informations, il l'a reconnu lui-même à travers cet exercice-là, je pense que son utilité ne fait plus débat. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que j'ai l'intime conviction que le Premier ministre est un homme compétent. Et s'il transfère cette compétence-là à travers les actions du gouvernement, cela devrait pouvoir donner des résultats. Donc je trouve que le fait que le Premier ministre et son gouvernement puissent aller au niveau de la représentation du peuple en tant que personne habilitée à parler des politiques qu'il est chargé, lui et son gouvernement, d'exécuter, s'ils vont à l'Assemblée pour éclairer le jugement, parce que c'est ça, la question, ce n'est pas de savoir si nous sommes convaincus ou pas, mais c'est d'éclairer le jugement des Sénégalais. Éclairer, par exemple, une question comme celle qui est liée au contrat pétrolier et gazier, quand même, ça a été abordé de façon très sommaire, j'allais dire. Oui, mais vous savez, le Premier ministre, il n'était pas en face de journalistes. Il était en face de représentants du peuple qui avaient des problèmes spécifiques, essentiels qu'ils ont portés à son attention. Oui, mais qui ont besoin aussi de mieux comprendre. Et des réponses ont été données. Et si nous faisons l'exploitation de la presse de ce matin, l'opposition n'avait pas quand même grand-chose à lui reprocher, puisque j'estime que
par rapport à cette question que vous évoquez de Petro-Tim et des du cas pétrole qu'on peut appeler ainsi aujourd'hui au Sénégal, mais il n'y a pas meilleur gage que la publication des contrats. Il n'y a pas meilleur gage que la publication des contrats. Donc je pense aujourd'hui, il faut se féliciter de cet exercice qui élève le débat public. On ne parle pas de choses politiciennes. Le Premier ministre va à l'Assemblée pour aborder des questions essentielles et sérieuses qui intéressent le Sénégalais. Et je pense qu'à partir de cet instant-là, on peut reconnaître quand même que le dialogue est bien en cours au Sénégal. En tout cas, merci. Madame Zahra Iyane Thiam, conseillère à la présidence de la République et membre de l'APR. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. La météo avant de boucler cette édition donc. Le ciel sera majoritairement dégagé sur le pays, hormis sur le littoral et la partie nord où des nuages plus ou moins denses seront observés. Les températures journalières seront progressivement en hausse avec une sensation de chaleur qui sera à nouveau marquée sur la quasi-totalité du territoire. Les pics de température vont varier entre 31 degrés à Dakar et 38 à 42 dans les zones centre et nord-est comme Podor, Linguère et Matam. Les visibilités seront généralement bonnes. Fin de cette édition. Le rappel des titres. Antoine Diouf. 3 morts et 3 blessés graves. C'est dans un accident de la route vers Aloukagne. C'est sur la route de Thiès. Colère noire des chauffeurs de taxi après la mort d'un de leurs tués par balle. Ils ont décrété 2 jours de grève en signe de protestation. Du pont de la Foire au rond-point Yoff, ils ont tenu à marquer le deuil. Ce matin, le gouvernement a réagi et promet justice aux transporteurs. L'individu qui a tué ce chauffeur de taxi est bel et bien un commerçant et non un douanier. Il est domicilié à Ouest Foire, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines ont tenté d'interdire au directeur du COUD l'accès à son bureau principal doléance, l'ouverture immédiate du campus social. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop, réalisation Babacar Fall. Pape Oumar Diaw était à la régie. À 13h, ce sera Sornangonengom devant ce micro pour la grande édition à Wolof. Tout de suite, rediffusion de Jalgati Khibar. Excellent après-midi. Excellent après-midi. Excellent après-midi. Excellent après-midi. Excellent après-midi. Excellent après-midi.